On va s'intéresser maintenant à la planification de la gestion des risques. Savez-vous que 80% des risques peuvent être évités en changeant la manière avec laquelle les travaux du projet sont planifiés? Donc, il y a un grand lien entre la gestion des risques et le domaine de connaissance de l'échéancier. Nous avons plusieurs processus de gestion des risques qui sont liés au groupe du processus de planification. Donc, on va planifier la gestion des risques. Ensuite, on va l'identifier. C'est-à-dire qu'on va voir comment on va identifier les risques. Est-ce qu'on va faire des réunions? Comment on va vérifier les risques? Comment on va appliquer les méthodes aux risques? Après, on va identifier l'ensemble des risques. Puis, on va classer ces risques par importance. Puis, on peut, dans certains cas, mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques, où on va aller un peu dans le détail des risques. On va un peu essayer de quantifier exactement quel est l'impact du risque en termes de délai ou en termes de montant. Ce processus, on ne le fait pas sur tous les projets. On peut se contenter uniquement d'une analyse qualitative la majorité du temps, parce que l'analyse quantitative nécessite des moyens. Puis, une fois qu'on a fait les analyses, on va planifier la réponse au risque, en fonction de leur importance, bien sûr. Donc, en sortie de ce processus, on va avoir le plan de gestion des risques. Quelle stratégie de risque on va utiliser? Quelle méthodologie? Quelle approche? Quel outil? Quelles sont les sources de données? Quel va être le rôle et les responsabilités de chacun? D'où va venir le financement? Les fonds nécessaires pour les activités de gestion des risques. Là, nous sommes en train de parler des activités. Ça veut dire on va faire régulièrement sur le projet des efforts pour gérer le risque. Est-ce qu'on a des fonds pour cela? À quel moment? À quelle fréquence? Comment on va catégoriser les risques? On va peut-être faire un RBS, un Risk Breakdown Structure. C'est-à-dire qu'on va mettre des catégories des risques. On va voir beaucoup d'exemples tout à l'heure sur la catégorisation des risques. Quelle est l'appétence au risque des parties prenantes? On va classer les parties prenantes par leur degré d'acceptation du risque, par leur seuil d'acceptation du risque. Le même projet peut être vu comme un projet risqué ou pas, tout dépend de l'entreprise et de son seuil de tolérance au risque. Et ceci peut influer aussi sur le classement des risques. Donc, dans certaines entreprises, un risque pourra être classé faible, dans d'autres, il sera classé peut-être moyen. Et quelle est la définition de la probabilité et de l'impact du risque? Alors, voyons ça. Donc, ici par exemple, ça c'est un RBS, c'est un organigramme des risques. Là, il est sous forme de tableau, mais il peut être vu aussi sous forme d'organigramme. Ça, c'est le niveau 0. On va mettre par exemple tous les risques. Et puis, niveau 1, les risques techniques, les risques de management, les risques commerciaux, les risques externes. Ça, c'est les risques de niveau 1. Et on peut après descendre après leur niveau 1, par exemple, risque technique. On peut lister cette liste de risques. Tout ça va nous permettre de représenter l'ensemble des risques d'un projet en mettant des catégories de risques. Donc on va avoir une arborescence des risques. Ça peut être fait sous la forme d'organigramme ou sous la forme comme ça d'un tableau. Donc en donnée de sortie, on va voir le plan, on va voir les stratégies, les méthodologies, les rôles, les catégories, l'appétence au risque des parties prenantes. Et aussi sur le plan, on va aussi avoir la définition de la probabilité et de l'impact des risques. Que veut dire, par exemple, pour une entreprise, un risque élevé? Ça n'a pas la même définition pour deux entreprises différentes.
pour celle-ci par exemple, un risque élevé, c'est un risque qui a une probabilité entre 50 et 70%, hein, et il va avoir un impact de retard de 3 à 6 mois. Pas, hein, l'impact. Bon, ici, quand on dit impact du risque, 3 à 6 mois. Ça peut être 3 à 6 mois en plus ou 3 à 6 mois en moins. Hein? Donc, il ne faut pas voir le risque uniquement comme un élément négatif. Donc, il peut y avoir une variabilité, par exemple, des délais de 3 à 6 mois en plus ou en moins. Donc, le risque pourra, par exemple, nous apporter une opportunité. Si quelque chose se passe, peut-être qu'on va gagner 3 à 6 mois. Donc, quand il y a ce genre, quand il y a un risque qu'on pourra classer sur cette ligne, ça veut dire qu'il a 50% de probabilité d'occurrence et que son impact sur, par exemple, le délai est de 3 à 6 mois ou que son impact sur le coût est entre 1 et 5 millions de dollars, eh bien, cette entreprise va classer ce risque comme étant élevé et va dire que ce risque est important sur la fonctionnalité globale. Par exemple, une entreprise pourra dire que pour moi, un risque très faible veut dire qu'il y a moins de 10% qui se passe et que son impact sur le délai est de plus ou moins une semaine et que son impact sur le coût est plus ou moins 100 000 dollars. Donc c'est un impact mineur sur les fonctions secondaires. Donc là, ici, on vient de voir un peu la définition de la probabilité et de l'impact. Et puis, on pourra représenter cette probabilité impact sur une matrice. Donc, sur cette matrice, par exemple ici, probabilité 10%, 30%, 50%, 70%, 90%. On va classer les probabilités. Et puis, ici, on va dire que très faible veut dire 0,05, faible veut dire 0,1, l'impact, 0,2 veut dire modéré, élevé veut dire 0,4 et très élevé 0,8. Et on va classer. Tout ce qui est positif sur le projet, on va le classer avec les opportunités. Par exemple, si les 3 à 6 mois ici représentent un gain de 3 à 6 mois, donc c'est une opportunité. Si si un événement se produit, on peut gagner entre 1 et 5 millions de dollars. Donc on va classer ça en opportunité. C'est élevé, donc on va voir ici, élevé c'est 0,4. Donc élevé 0,4, donc on va mettre ici le risque. Plus sa probabilité d'occurrence est élevée, plus le risque va être classé plus haut. À un certain moment, on va avoir certains risques qui seront classés ici. Et ces risques-là devront être traités en priorité, avant les autres. Et ici, sur le plan, on va dire aussi que les risques, voici, on va les décrire sur ce format. On va montrer peut-être des matrices, des tableaux. On va dire que lors des rapports des risques, on va faire une extraction d'un fichier Excel où on va rajouter peut-être ce type de commentaires. Donc, on va décrire comment vont être formalisés les rapports au risque et comment va se faire le suivi. Alors, on peut rajouter aussi d'autres catégories de risques, des risques clients, des risques liés aux connaissances en gestion de projet. Si par exemple les chefs de projet, c'est des chefs de projet juniors, des risques liés aux fournisseurs, à la résistance au changement. Donc ce sera à vous de voir quelle sont les catégories de risques à mettre sur votre projet. Il y a d'autres éléments qui sont liés au risque, comme par exemple la variabilité. La variabilité, c'est la difficulté de prédire le futur. C'est-à-dire que le futur peut varier d'un chiffre très faible à un chiffre très élevé, par exemple. C'est ça la variabilité. L'ambiguïté, quant à elle, c'est une autre notion qui décrit un peu le manque de compréhension du projet. On n'a pas des données qui sont claires, on a des données qui sont ambiguës, et ça peut traduire un risque. Donc, lors de la planification des risques,
l'objectif sera d'identifier comment on va conduire les activités de gestion des risques. L'objectif aussi c'est d'adapter le niveau de risque à l'importance du projet. On a deux types de risques. On a des risques, ce qu'on appelle risques individuels du projet. Ce sont les événements possibles qui ont un impact positif ou négatif. Quand on dit risque, toujours, il faut réfléchir opportunités et menaces. Il ne faut pas le voir comme uniquement un événement négatif. Si un risque se produit, peut-être qu'on peut gagner des délais si quelque chose se produit. Et à ce moment-là, on va classer comme un risque positif. Ça, ce sont des risques individuels. Maintenant, il y a la notion de risque global du projet. Ces risques proviennent de la combinaison de toutes les sources d'incertitude possibles. Alors, les risques individuels du projet se distinguent des risques globaux du projet. Le risque global, il reflète l'effet de l'incertitude sur l'ensemble du projet. Il représente plus la somme des risques individuels du projet, car il inclut toutes les sources d'incertitude. Alors, oui, juste ici aussi pour donner un exemple, il peut y avoir sur un projet, par exemple, plusieurs risques individuels petits, 100 ou 200 petits risques individuels. Si on voit que le risque individuel, on va trouver que c'est des risques qui sont petits. Mais la somme et la combinaison de tous ces risques individuels va peut-être rendre le risque global du projet élevé. Parce qu'il y a trop de petits risques, ça va un peu dans tous les sens, et ça rend le projet difficile. De toute façon, tous les projets présentent un degré de risque. Il n'existe pas de projet sans risque. Alors, l'élément aussi qu'il faut rappeler ici, c'est que le seuil de risque acceptable est différent d'une entreprise à une autre et d'une partie prenante à une autre. Donc, sur ce processus, on va générer un plan qui va nous dire comment on va gérer les risques, sous quel format, comment on va catégoriser les risques, quels sont les seuils acceptables, comment on va définir les risques, qu'est-ce qu'un risque faible, qu'est-ce qu'un risque élevé, etc. On a besoin, comme pour les autres projets, de la charte. Particularité pour ce processus, c'est qu'ici, on a besoin de tous les autres composants. On va étudier le risque généré par l'ensemble des plans de management du projet, par l'ensemble des domaines de connaissances. Tous les domaines de connaissances peuvent générer un risque. Et on va utiliser aussi le registre des parties prenantes pour voir un peu les parties prenantes importantes, quel est leur seuil d'acceptation de risque et s'ils peuvent nous aider d'ailleurs à trouver des solutions au risque et comment on va leur faire appel pour identifier les risques. Parce que l'identification des risques ne se fait pas par le chef de projet seul, ni par le chef de projet et l'équipe de projet seul, mais en faisant appel à un grand nombre de parties prenantes qui ont des visions différentes sur le projet. Donc, on a besoin d'experts d'analyse des risques, en facilitation, et on va analyser ce que nous disent les parties prenantes aussi. Donc, en technique, on a besoin d'experts, surtout d'experts en risque. D'ailleurs, il y a une certification PMI dédiée uniquement à la gestion des risques. On va analyser surtout les parties prenantes. Donc, parmi les techniques d'analyse des parties prenantes qui peuvent être utilisées sur ce processus, on peut notamment citer l'analyse des parties prenantes. C'est ce qu'on a vu sur le processus 13.1, l'identification des parties prenantes. Donc, cette analyse, elle va viser à déterminer un peu l'appétit pour le risque des différentes parties prenantes. Tout cela va se faire, bien sûr, à travers des réunions. Donc, en sortie, on va avoir un plan qui va décrire la stratégie, les méthodologies, les rôles et les responsabilités de chacun, comment on va financer les activités de gestion des risques. C'est même pas même les activités de gestion des risques.
il leur faut un budget, à quel moment, à quelle fréquence, comment on va catégoriser les risques, hein, quelle est l'appétence au risque des parties prenantes, quelle est la définition de l'impact et de la probabilité du risque. Donc on avait vu chaque entreprise peut élaborer sa propre définition qui pourra après être représentée sous une forme de matrice et on pourra mettre des priorités, des solutions au risque sur les risques où la probabilité multipliée par l'impact est la plus élevée. Et une fois qu'on a notre plan, on va identifier l'ensemble des risques du projet. Donc pour résumer, on va avoir le plan de gestion des risques qui va être élaboré à partir de la charte et à partir de l'ensemble des plans de management du projet. On va identifier les risques liés à tous les autres domaines et on va utiliser le registre des parties prenantes étant donné qu'il contient l'appétit au risque des parties prenantes. Bien évidemment, on a besoin d'experts en analyse des risques. On va analyser aussi l'appétence des parties prenantes via des réunions. Normalement, avec un bon processus de management des risques, on n'aura plus de grands risques qui vont survenir durant le projet. Parce que les risques seront évalués et revus à chaque meeting. J'aimerais aussi parler de la notion de résilience du projet. On aura beau essayer d'identifier tous les risques, il va y avoir certains risques ou certains événements qui vont se produire durant le projet. Soit parce qu'on n'a pas pu les identifier, soit parce que ce type de risque n'a pas d'indicateur on n'a pas d'indicateur à l'avance qui nous permet un peu de savoir s'il va être généré ou pas. C'est pour ça qu'il est intéressant de développer ce qu'on appelle la résilience du projet. C'est-à-dire jusqu'à quel point notre projet pourra résister aux risques et aux imprévus. Alors, pour qu'un projet un peu soit résilient, il faut disposer de certains éléments. Par exemple, il faut avoir un bon niveau de réserve pour aléas, en termes de budget et d'échéancier, bien sûr. Il faut avoir des processus qui sont flexibles pour pouvoir face aux imprévus et aux changements. Il faut bien sûr compter sur une équipe qui soit un peu plus autonome, qui soit fiable, ayant fixé des objectifs qu'elle réalisera dans les délais convenus. Il faut faire une revue fréquente des signes avant-coureurs des risques. Et bien évidemment, il faut avoir des données d'entrée qui sont claires et une participation des parties prenantes. Sans ces éléments, la résilience du projet pourra être affectée. Parce qu'on ne peut pas déterminer, bien sûr, tous les risques.